La passion de la moto, c'est Moto-Kaiser à Limerlé dans les Ardennes. Visitez motokaiser.com. Ouvert tous les dimanches après-midi. Bonjour et bienvenue dans ce numéro 24 de Carter et Piston. Alors un numéro un peu spécial évidemment, puisque tout comme vous, je subis les conséquences du confinement, tout comme vous, je reste à la maison. Et évidemment, les séquences de ce numéro ont été réalisées dans le respect des règles de confinement qui nous ont été imposées. Malgré tout, je suis quand même parvenu à vous concocter un numéro qui j'espère vous plaira. En voici le sommaire. Kawasaki nous livre la nouvelle Ninja 650, une belle surprise. Zero, vous connaissez cette marque californienne de moto électrique? J'essaye pour vous la SRF. Mash, cette sympathique marque française, joue en permanence la carte du vintage. On ne dément pas une recette gagnante avec cette 125-70. Nous retrouverons le Dr Grimm qui, dans cette nouvelle séquence technique, nous parlera des freins. Il y a 45 ans, BMW dépoussiérait son image avec la sortie de la R90S, c'est la moto de légende du mois. Enfin, pour oublier les moments difficiles que nous vivons tous, je vous propose un concours incroyable, un concours où vous pourrez gagner cette magnifique Mash 125-70. Oui, vous ne rêvez pas, rendez-vous en fin d'émission pour cet événement unique. Peu d'actu marquante évidemment pour ce mois d'avril, mois de confinement où plus de la moitié de la planète est restée à la maison. KTM a lancé une invitation virtuelle aux journalistes pour le lancement du nouveau scalpel de la marque Orange, la Duke 890R. La KTM Duke 890R est présentée en vidéo. La pandémie mondiale de Covid-19 et le confinement qui en découle n'ont pas fini de bouleverser les plans des constructeurs moto. Forcé de s'adapter, KTM a choisi de présenter la nouvelle Duke 890R sur Internet à travers une vidéo. Proposée à 12 180 €, la Duke 890R a de sérieux arguments à faire valoir. Révélée à la surprise générale lors du salon de Milan en novembre dernier, la Duke 890R est appelée à entrer en concurrence directe avec les versions premium de ses rivales, à savoir la Yamaha MT-09 SP, la Ducati Monster 821 ou encore la Triumph Street Triple 765 RS. Un objectif ambitieux tant certains modèles sont bien ancrés dans le segment. Pour rivaliser, la Duke 890R a néanmoins de solides arguments à faire valoir. Le moteur de la Duke est une évolution du picylindre parallèle de la 790. Grâce à un alésage et une course plus importants, une compression plus forte et un régime moteur plus haut, il prend désormais 121 chevaux à 9950 tours et offre un couple de 99 mètres-kg pour un ensemble seulement 266 kg à vide. La 890R conserve l'électronique de la 790, à savoir plusieurs modes de conduite, le contrôle de traction, l'anti-wheelie, l'ABS en virage, etc., etc. Côté équipement, la 890R profite des suspensions WP Apex maison, multiréglage à l'avant comme à l'arrière, et des freins Brembo Stylema haut de gamme. Les pneus ont également été adaptés aux performances du scalpel avec des Michelin Power Cup 3. La KTM 890 Duke R est proposée à partir de 11 900 €, le même tarif que la nouvelle Street Triple RS, lancée très récemment par Triumph, mais un peu plus cher que les Yamaha MT-09 ou que la Kawasaki Z900 avec le pack performance. BMW de son côté trépigne pour présenter sa R18 qui entend bien aller chasser sur les terres de l'oncle Sam. Après de nombreuses apparitions sous diverses versions dans les différents salons, BMW présente sa version définitive de la R18, un lien indéniable à la longue histoire du constructeur allemand. Visuellement, cette R18 reprend sensiblement le même design que les modèles célèbres tels que la R5, une technologie épurée, sans fioritures, avec le moteur Boxer comme épicentre du plaisir de conduire. La pièce maîtresse de la suspension de la nouvelle R18 est un cadre en tube d'acier à double boucle doté d'une haute qualité de fabrication, comme d'habitude pour la marque.
Une attention méticuleuse a été apportée aux détails, comme pour les joints soudés entre les tubes en acier et les pièces moulées ou forgées. Tout comme la légendaire BMW R5, le bras oscillant arrière entoure la transmission de l'essieu dans un style relativement authentique. Nouvelle ergonomie, la R18 présente un positionnement décontracté des pose-pieds. Cette position classique derrière les cylindres n'est pas seulement typique à BMW, elle permet également une position de conduite détendue et active pour un contrôle optimal du véhicule. La R18 propose également 3 modes de conduite standard, Rain, Roll and Rock. Assez sympa. Afin de pouvoir s'adapter aux préférences de chaque motard, la dotation standard comprend également l'ASC, c'est-à-dire le contrôle automatique de la stabilité, qui garantit un niveau élevé de sécurité de conduite. Parmi les autres options, on notera la présence d'une marche arrière qui facilitera sans doute les manœuvres du bestiau quand il faudra la retirer d'une rue en pente. Cruiser oblige, BMW a fait en sorte que sa machine soit une base idéale pour la personnalisation. En conséquence, la R18 est équipée d'un cadre arrière facilement amovible et d'un ensemble de pièces peintes faciles à démonter. Des points de fixation soigneusement conçus pour les conduites hydrauliques du frein, de l'embrayage et du faisceau de câble permettent également une installation facile des guidons supérieurs ou inférieurs en conjonction avec les conduites hydrauliques et les faisceaux de câble assortis. De plus, les couvercles de culasse et le couvercle du carter moteur sont conçus de manière à être situés à l'extérieur de la chambre à huile, ce qui les rend très faciles à changer. Afin de sublimer votre R18, BMW a collaboré avec Roland Sand Design et plusieurs fournisseurs renommés, dont le fabricant américain Mustang Seat, pour proposer différentes versions de celles fabriquées à la main. Cette R18 sera proposée dans le monde entier en tant que R18 First, édition exclusive dès son lancement, qu'on attend avec impatience. Pour le reste, plusieurs marques ont étendu leur garantie pendant le confinement et vous pourrez retrouver toutes ces infos sur ma page Facebook Carter-et-Piston-Rico Média. La nouvelle Kawasaki Ninja 650 n'est pas seulement la remplaçante de la ER6F, c'est une vraie nouvelle moto et c'est ce que je vous propose de découvrir maintenant. La plus polyvalente des Ninja fait peau neuve, joueuse et accessible, inspiratrice des caractères sportifs de la marque. La 650 se remet sur le devant de la scène avec un design modifié, renouvelé et un tableau de bord au goût du jour. Elle laisse ainsi la Z650 aller se friter aux petites teignes de la catégorie et revenir sur le devant de la scène avec son sex appeal inspirant et rafraîchissant. Il serait trop simple de la qualifier de roadster carénée, tant sa silhouette nous montre une sportive. Oscillant entre la Ninja 400 et la ZX6R 636, son faciès prend à son tour la génétique identitaire de Kawasaki. Un mouvement qui a commencé avec la H2 et la H2R pour se poursuivre jusqu'en haut avec la 1000 V6. Cette moto a des crocs, mais son but n'est pas de mordre la route. Cette machine vise autant la séduction des citadins que les amateurs de fines arsouilles le week-end venu. La ligne a beaucoup évolué. Les flancs dans une autre mesure, tandis que le réservoir et la partie arrière sont restés de marbre. L'esthétique n'est pas la seule bénéficiaire des bons offices du constructeur. L'accent a été mis sur une amélioration de l'accueil à bord. Pour ce faire, la Ninja 650 reçoit une bulle plus droite et un peu plus basse aussi, qui est censée mieux protéger contre le vent. Le passager, lui, est le grand gagnant avec une nouvelle scène. Avec 5 mm de consistance en plus au milieu et 10 mm sur les côtés, les fessiers se sentiront un peu mieux considérés. C'est du côté de l'instrumentation que Kawa sort une jolie carte de son jeu. Plus d'aiguilles ni de LCD, mais un bel écran TFT de pratiquement 11 cm. Le pilote profite ainsi d'un affichage d'aspect high-tech, avec toutes les infos bien agencées, le rapport engagé et la vitesse bien en évidence, ainsi qu'un bar-graphe pour indiquer le régime moteur. Mais pas de commande ou guidon pour le piloter. La Ninja se rattrape par contre avec sa connectivité. Cette dalle TFT est enrichie d'une puce Bluetooth. On peut ainsi appairer son smartphone et se servir de l'appli Rideology pour récupérer toutes sortes d'infos.
comme le trajet parcouru, les opérations de maintenance, certaines notifications, etc. Cet écran pense aussi au confort visuel, permettant un choix entre un affichage négatif ou positif. De plus, il s'adapte à la lumière ambiante. Les modifications côté partie cycle sont moins abondantes. La Ninja 650 conserve son châssis de section tubulaire en acier avec une fourche classique de 41 mm, un mono-amortisseur réglable en précharge et un freinage adapté. 2 disques pétales de 300 mm à l'avant avec des étriers double piston et un simple disque de 220 à l'arrière, pétale lui aussi, pincé par un seul piston. On n'est pas dans le sportif, mais cela saura répondre comme il faut à la sollicitation. Le bicylindre annonce également une petite mise à jour. Quelques retouches à l'admission et à l'échappement permettent aux 649 cm3 de se renforcer à mi-régime, sans diminuer ses capacités de puissance maxi, perché à 68 chevaux à 8000 tours. Le couple est toujours tablé à 6,7 kg et ce moteur savait déjà comment emmener son équipage avec enjouement, voire taquiner un peu le velu qui sommeille en chacun de nous. Le comportement reste préservé avec ce petit soupçon supplémentaire dans les grognements intermédiaires. La Kawasaki Ninja aboutit son évolution avec ses phares LED pour doper l'efficacité de son éclairage avant. L'arrière en profitait déjà depuis un certain temps. Avec ce package, la machine ne bouleversera pas le comportement routier, mais placera un cran au-dessus le plaisir de l'attirance. Vous hésitez? Pas elle. RSM Moto, c'est votre spécialiste Kawasaki en région bruxelloise. Acheter votre Kawasaki chez RSM, c'est être certain du meilleur service de la région. Qu'on le veuille ou non, la moto électrique fera partie du paysage futur du motocycliste. Alors, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? Je vous propose quelques éléments de réponse avec l'essai de cette Zero SRF. Zero, cette firme californienne établie depuis 2007, a fait de la mobilité électrique sa principale activité. Et c'est déjà maintenant pratiquement une dizaine de modèles qui sont au catalogue du fabricant. Son moteur sans balai ne nécessite aucun entretien ni refroidissement spécifique. Son système PowerPack permet d'envisager l'utilisation des batteries sur 300 000 km en gardant 80% des capacités nominales. Avec sa transmission par courroie, l'entretien de cette moto est ramené au minimum. Une app téléchargeable sur votre smartphone permet de gérer l'utilisation de l'énergie et les mises à jour du système. La moto dispose de 3 mappings différents, Rain, Street et Sport, en y ajoutant un dernier qui est le mode éco. Sans embrayage ni boîte de vitesse, la moto s'apprivoise en un clin d'œil. La prise en main est immédiate, aidée par une position de conduite naturelle. La finition est soignée et n'appelle pas à la critique. Les suspensions Showa avant et arrière sont entièrement réglables et font parfaitement le job. Les doubles disques avant de 320 mm avec étrier radio sont épaulés du système Bosch MSC de contrôle de stabilité. Posée sur d'excellents Pirelli Diablo Rosso 3, la machine laisse présager un très bon comportement routier. Au niveau de la batterie, celle-ci est une lithium-ion d'une capacité maximale de 14,4 kWh. En fonction du type de chargeur intégré, vous pouvez effectuer une charge entre 4h30 et 2h30. A noter qu'un système PowerTank qui est à intégrer à la moto, en option, permet de passer à 18 kWh et de porter l'autonomie théorique à 359 km. L'autonomie, voilà évidemment la question que tout le monde se pose. Avant d'en parler spécifiquement à propos de la Zero, voyons un peu quels sont les différents facteurs entrant en ligne de compte pour déterminer l'autonomie. L'autonomie des motos électriques varie de manière similaire à celle des motos thermiques.
Ce qui les différencie énormément en revanche, c'est la consommation d'énergie. Pour une moto électrique, celle-ci est établie en moyenne sur une distance plus courte. Les motos électriques sont conçues pour être rechargées quotidiennement par rapport aux allers-retours plus fréquents et moins commodes qu'à la station-service. Ainsi, la même moto électrique atteint souvent diverses durées d'autonomie d'une charge complète à l'autre. Alors comment prévoir cette autonomie ? Pour estimer l'autonomie d'une moto électrique, 4 paramètres sont utiles. La route. Sur la route, on va tenir compte de la vitesse, des arrêts, peu ou pas fréquents, et de l'état de la route. Au niveau du motard, est-ce qu'il va garder une vitesse régulière ou pas ? Quelle est sa position aérodynamique ou pas ? Et réduction ou pas du chargement. Ensuite, les conditions climatiques. Température élevée, pas de vent, route sèche. Il est un fait, et ça tout le monde le sait, que les batteries sont moins performantes par temps très froid que par temps chaud. Sur route sèche, c'est la même chose, la résistance à l'avancement est moindre sur une route sèche que sur une route humide. Ensuite, l'état de la moto. Il est très important d'avoir un parfait gonflage des pneus parce que ceci peut engendrer effectivement une dépense d'énergie supplémentaire, de même que d'avoir une bonne tension de chaîne ou de courroie. En considérant chacun de ces facteurs, vous pouvez utiliser spécifiquement telle ou telle autonomie pour la ville, l'autoroute ou pour un trajet combiné. Il est difficile de donner une autonomie théorique pure. Vous avez compris comme moi que tous ces facteurs rentrent en ligne de compte en fonction de votre trajet, de la manière dont vous roulez, des conditions climatiques et de l'état de votre moto. Votre autonomie peut varier sensiblement. Alors, dès les premiers tours de roue, il y a plusieurs choses qui frappent. La première, c'est la facilité d'accès et d'utilisation de la moto et le silence. Là, le moteur est au ralenti. Il fait exactement le même bruit quand on roule. Ensuite, il y a la puissance disponible et le couple phénoménal dès qu'on tourne la poignée. Et mis à part les changements de rapport et l'absence d'embrayage, ça se conduit exactement comme une moto traditionnelle. On est un peu comme sur un scooter, mais avec le fonctionnement d'une moto. Alors, est-ce le meilleur des deux mondes ? C'est ce qu'on va voir. En sortie de courbe, vous disposez de la pleine puissance directement pour vous relancer, sans vous soucier du rapport sur lequel vous êtes. C'est diablement efficace. Après les premières minutes, apparaît une autre sensation, le silence. On est un peu dans le plaisir de l'évolution dans l'espace. Alors c'est peut-être un peu abstrait comme concept, mais je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait c'est une autre dimension de la moto. C'est radicalement différent, mais c'est pas déplaisant. Un silence qui se transforme quand même en un sifflement assez soutenu à haute vitesse, car cette zéro est performante. De 30 à 170 km/h, je ne crois pas qu'il y ait grand-chose qui accélère aussi fort que ça. Une 0, ça pousse grave, avec un 0 à 100 en moins de 3 secondes. Qui dit mieux ? Bon, alors c'est peut-être évidemment en milieu urbain que cette moto prend aussi tout son sens, parce qu'en fait c'est une mobilité qui est lente, c'est une mobilité qui est écologique, c'est une mobilité qui est silencieuse, et c'est une mobilité qui réconcilie un peu le monde de la moto avec le reste du monde. Maintenant, on se demande aussi pourquoi avoir peut-être une moto qui accélère aussi fort, 0 à 100 en environ 3 secondes, je le rappelle, pour finalement avoir une autonomie qui nous cantonne un peu en milieu urbain. Donc on pourrait peut-être envisager des motos moins performantes, mais avec beaucoup plus d'autonomie. C'est un peu un compromis à trouver, et c'est pas toujours évident. Mais voilà, le plaisir sur la route, en tout cas, il est là, et la mobilité urbaine, elle est là aussi. Sincèrement, j'ai vraiment apprécié cette virée en moto électrique, le silence, la facilité et cette sorte de quiétude qui vous envahit à son guidon. Je suis évidemment resté dans un rayon assez proche de chez moi, car pour envisager de grandes sorties, il faut bien avouer qu'on arrive aux limites du système. En fonction de votre parcours et de la manière dont vous roulez, comme je l'ai expliqué précédemment, vous disposerez d'une autonomie qui varie entre 120 et 170 km, beaucoup plus évidemment en milieu urbain. Avec un chargeur rapide, vous pourrez en un peu plus d'une heure faire, entre guillemets, le plein. La moto électrique s'immisce peu à peu dans notre paysage, avec ses avantages et ses limites. Il faut bien avouer qu'en milieu urbain,
et sur des distances moyennes, c'est une très belle solution. Une solution encore assez chère à l'achat, mais qui peut s'amortir relativement vite puisqu'on peut estimer qu'une telle moto vous coûtera l'équivalent d'une moto thermique qui consommerait un demi-litre de carburant au 100. Maintenant, nous sommes à l'aube de cette technologie qui ne va faire que s'améliorer. On pourra discuter longuement évidemment de l'impact écologique de l'extraction des matières premières pour réaliser de tels véhicules, ainsi que le recyclage de ces véhicules en fin de vie. Mais ça, c'est une autre histoire. Moto Kaiser, c'est plus de 500 motos et quad neufs en stock. Plus de 100 motos d'occasion. Nous sommes aussi les seuls à vous offrir 50 garanties sur tous les véhicules neufs. C'est aussi un service de location et d'essai de toutes marques. En rayon, c'est plus de 10 000 casques de toutes les marques. Des milliers d'équipements hommes, dames et enfants. C'est un but de balade le week-end. Ça me permet de voir les nouveautés. Tous les dimanches, c'est Moto Kaiser. Visitez motokaiser.com. Ouvert tous les dimanches après-midi. Ce mois-ci, le Dr Grimm, dans sa séquence technique, va nous parler de quelque chose de crucial pour notre plaisir, mais aussi pour notre sécurité. Il va nous parler des freins. Bonjour et bienvenue pour la séance technique du Dr Grimm. Alors ce mois-ci, pour cette émission, nous allons aborder un sujet qui est les freins. Alors, pas besoin de vous dire que les freins, c'est évidemment l'élément de sécurité principal sur une moto. C'est ce qui vous arrête. C'est sans doute un des éléments les plus importants d'une moto. Et il est bon de les vérifier régulièrement. Et donc, je vais vous expliquer comment on procède. Bon, eh bien, la base de tout, c'est évidemment vérifier l'usure de vos plaquettes. Les plaquettes doivent être changées relativement régulièrement. Maintenant, en fonction du type de plaquette, de leur nature, de leur dureté, eh bien, elles s'usent plus ou moins vite et donc il faut régulièrement vérifier l'usure de vos plaquettes. Alors, une plaquette est considérée comme usée quand il reste à peu près 1 mm de matière sur le fer. Mais vous devez être attentif à une chose, c'est que les plaquettes, vous en avez normalement 2 à gauche et 2 à droite. Si vous avez une moto avec 2 étriers à l'avant, eh bien, ces plaquettes ne s'usent pas de la même manière en fonction de la manière dont le liquide appuie sur les plaquettes. Et donc, il faut évidemment bien vérifier chaque plaquette quand vous vérifiez l'usure des plaquettes. Alors, les freins, eh bien, comme à peu près tout sur une moto, ça s'entretient. Et il faut penser à vérifier certains points, dont la qualité de l'huile de frein qui est dans le système. Alors moi, je vois beaucoup de motos où en fait le liquide de frein vieillit. À la manière, on peut voir qu'il vieillit surtout en fonction de sa couleur. En général, un liquide de frein neuf est relativement clair et avec son vieillissement, il devient plus ou moins orange, voire même opaque. Et donc, il faut penser à régulièrement changer ce liquide de frein. Alors pour un motard routier, ça doit se faire, je dirais, toutes les 2-3 saisons, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Il faut aussi se rendre compte que au même titre que les suspensions, en fait, il y a des microparticules qui rentrent dans le système via les pistons d'étrier. Et donc, ces microparticules viennent s'insérer dans l'huile et donc l'huile se dégrade. Raison pour laquelle il faut régulièrement changer cette huile. Alors, si vous désirez faire la vidange de liquide vous-même, ce qui est tout à fait aisé, il y a 2 techniques. Il faut savoir, et vous l'aurez sans doute constaté, qu'on vous le propose assez peu en concession ou en garage. Et donc, en général, personnellement, évidemment, je le fais moi-même. Alors, il y a 2 techniques. Il y a la première technique, qui veut dire la technique la plus radicale, c'est d'ouvrir le petit pot supérieur, là où vous avez le bocal et la réserve de liquide, et puis vous dévissez la vis de purge d'un premier étrier, vous pompez jusqu'au moment où tout le liquide est sorti. Une fois que tout le liquide est sorti, vous refermez, vous ouvrez
la vis de purge de l'autre étrier, vous pompez jusqu'au moment où tout est sorti, et là vous avez totalement purgé le système de frein, et vous pouvez considérer que vous devez remettre la totalité du liquide de frein. Alors, remettre du liquide de frein, c'est vrai que c'est un petit peu fastidieux parce qu'il faut beaucoup pomper, il faut fermer, ouvrir. Donc, je dirais que c'est quelque chose à faire quand on veut vraiment faire la vidange totale. Maintenant, il y a une autre manière de purger qui est relativement facile et en fait un petit peu moins extrême parce qu'elle ne nécessite pas de devoir réamorcer tout le système avec de l'huile et tout ça. En fait, vous ouvrez toujours le pot avec le réservoir d'huile, vous ouvrez la vis de purge, donc là vous avez un tuyau qui va jusqu'à un récipient, vous ouvrez, vous pompez, vous refermez, et donc en fait ce que vous faites c'est principalement envoyer du liquide jusque dans le pot. Et au fur et à mesure où la réserve de liquide de frein se vide, eh bien vous remplissez. Et vous faites ça jusqu'au moment où toute l'huile usée est partie, mais a été directement remplacée par la nouvelle huile. Vous faites ça du côté droit et puis du côté gauche, ce qui est en fait d'une manière beaucoup plus facile de remplacer le liquide de frein dans votre système. Après cette opération, il est possible que vous ayez quand même une sensation relativement molle au levier. Et donc, il est possible qu'il persiste une bulle d'air qui soit ou bien logée dans le maître-cylindre ou bien dans un des étriers. Donc, tant que vous n'avez pas une sensation de levier relativement dur avec, je vais dire tout simplement un feeling normal, eh bien, il faut purger. Donc, une fois de plus, vous mettez un tuyau sur la vis de purge, vous appuyez, vous dévissez, vous compressez, il y a du liquide qui sort, parfois une petite bulle, ce qui est ce qui est recherché en l'occurrence dans ce cas-ci, et puis vous refermez, et normalement, vous devez pouvoir supprimer toutes les bulles d'air du système. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose d'un petit peu moins courant. On n'en parle pas assez et malheureusement, une fois de plus, je remarque en concession ou en garage spécialisé, on n'entretient pas assez bien cette chose-là. C'est tout simplement les pistons. Alors en fait, si vous voulez, les pistons sortent, donc vous avez en général 4 pistons par étrier à l'avant, en général 1 voire 2 à l'arrière, et donc ces pistons poussent les plaquettes qui s'usent, et donc plus elles s'usent, plus les pistons sortent des étriers. Donc ces pistons, plus ils sortent, plus ils sont exposés à être à l'extérieur, et donc il y a de la poussière, il y a, s'il pleut, il y a toutes sortes de crasses qui se mettent, mais il y a aussi la poussière de frein, à savoir que les plaquettes, quand elles s'usent, génèrent une poussière qui est relativement abrasive, qui vient se coller au piston. Alors pour les motos qui ont un certain âge, voire 2-3 saisons, ou bien les gens qui roulent beaucoup sur la pluie, eh bien cette crasse se dépose sur les pistons, et en fait, donc on peut arriver à une situation où le piston est vraiment, où les pistons sont vraiment sales, et en fait, ils circulent difficilement dans l'étrier. Ils peuvent même être, dans certains cas, tout simplement grippés. C'est assez régulier de retrouver un étrier qui n'a pas été nettoyé depuis des années, et en fait se rendre compte que sur les 4 pistons, il n'y en a plus que 2 qui fonctionnent, parce que les 2 autres sont vraiment bloqués dans l'étrier, parce qu'il y a trop de crasse tout autour du piston. Donc, il faut nettoyer vos étriers, et ça, un garagiste ne le fera pas à votre place, donc je vais vous expliquer un petit peu comment faire. Alors, ma technique pour nettoyer mes étriers, c'est relativement simple, c'est que je démonte un étrier à la fois, surtout pas les deux. Vous démontez un premier étrier, vous enlevez les plaquettes, les 2 plaquettes, vous gardez une plaquette que vous mettez au centre, et puis vous appuyez sur le maître-cylindre, sur le levier de frein, pour faire sortir les pistons au maximum. Pourquoi je mets une plaquette au milieu? C'est évidemment pour éviter qu'ils sortent tout simplement de l'étrier et qu'il faille les replacer, ce qui est évidemment fastidieux et pas idéal. Donc vous mettez bien une plaquette au milieu, vous sortez les pistons au maximum, et une fois qu'ils sont sortis au maximum, vous enlevez la plaquette, vous prenez de l'eau tiède savonnée, une petite brosse à dents, et en fait vous brossez tout simplement les pistons de vos étriers. À grande eau, il ne faut pas hésiter à bien laver, mais surtout gratter les étriers avec une petite brosse à dents pour pouvoir enlever toutes les crasses et récupérer un piston tout simplement parfaitement nettoyé. Une fois le piston nettoyé, vous pouvez le renfoncer complètement dans son logement et replacer les plaquettes, et là vous avez des étriers en parfait état de marche.
Au niveau de la pompe de frein, appelée donc mètre cylindre, il n'y a pas d'entretien à part un éventuel entretien par un professionnel pour changer les coupelles internes. C'est un professionnel qui doit s'en occuper et ce n'est nécessaire que si vous constatez qu'il y a une légère fuite au niveau du piston ici. Donc bien évidemment, en ce qui concerne les freins, vérifiez s'il n'y a pas des micro-fuites ou bien au niveau du piston ou bien au niveau des étriers. Conclusion pour vos freins, donc de 1, vérifiez bien vos plaquettes régulièrement. 2, entretenez vos freins en changeant l'huile relativement régulièrement. Et de 3, si possible et si vous en avez le courage, nettoyez vos étriers, ils vous le rendront bien. Et maintenant, passons au mode pistard. Amis pistards, bonjour. Eh bien, pour nous, les pistards, c'est évidemment complètement différent. Pas besoin de vous dire que le système de frein doit être entretenu plus que jamais. Alors premièrement, mais vous le savez, normalement, il faut évidemment bien choisir ses plaquettes pour avoir un bon compromis entre mordant, grip et feeling. Ça, c'est une première chose. Maintenant, je dirais qu'en termes d'entretien, bon alors évidemment, vous devez changer vos plaquettes de manière beaucoup plus régulière. Et donc, ça c'est important pour justement éviter ce que j'expliquais précédemment avec ces crasses qui viennent cuire sur les pistons parce que nous utilisons les freins de manière tellement brutale et forte que le système de frein chauffe très fort. Ça veut dire que là où sur la route il y a juste un dépôt de crasse, un dépôt, eh bien nous on fait carrément cuire la crasse sur les pistons et donc ça ne fait que rajouter des difficultés pour les pistons de bien circuler. Donc à chaque fois que vous changez vos plaquettes, utilisez du nettoyant frein, frottez les pistons, essayez de bien nettoyer avant de remplacer les plaquettes pour essayer d'éviter que cette crasse s'accumule sur les pistons. Maintenant, 1 à 2 fois par saison, faites la technique de la brosse à dents, sortez les pistons, le maximum, nettoyez-les bien, c'est vraiment important. Vous ne vous rendez pas compte la différence de feeling à la poignée quand on lave bien ses étriers. Alors évidemment, quand je vous dis qu'on freine beaucoup plus fort et que le système chauffe, ça veut dire aussi que le liquide de frein est évidemment beaucoup plus vite altéré par notre mode de pilotage puisque ce liquide monte à plusieurs centaines de degrés au niveau des pistons et donc le liquide doit être remplacé d'autant plus régulièrement. Moi personnellement, toutes les 3 journées à peu près, eh bien, je fais la technique du ouvrir le pot, mettre la vis de purge, un tuyau et en fait ce que je fais c'est que je ne purge pas la totalité. En fait, ce qui m'intéresse, c'est juste de purger, je vais dire globalement, la partie inférieure du système de frein, à savoir le liquide qui est dans l'étrier et dans une partie là du rythme. Donc, il ne faut pas tout remplacer. Néanmoins, bien évidemment, il est nécessaire de faire, bon, tout dépend du rythme auquel vous roulez, le nombre de journées que vous faites, mais il faut faire la vidange complète minimum 1 fois par saison, ça me paraît évident. Alors, si vous rencontrez des problèmes de fading, alors d'abord je vais commencer par reprendre le terme fading. Fading, en fait, c'est ce phénomène où, au fur et à mesure que le système de frein chauffe, eh bien, vous avez le levier qui devient de plus en plus proche et une sensation spongieuse à la prise des freins. Alors, c'est quelque chose qui est tout à fait normal et qui est dû justement à l'augmentation de la température du système global. Alors, les étriers, les durites, le mètre cylindre, tout ça prend de la chaleur et se dilate. Et cette dilatation fait que justement, il y a plus de liquide, il y a plus de place et donc il faut tirer plus fort sur la poignée pour envoyer du liquide dans les étriers pour qu'ils poussent correctement sur le disque. Maintenant, le fading, c'est quelque chose qu'on retrouve de manière très régulière et qui peut être compensé de manière différente en fonction des cas. Déjà, le tout, c'est de savoir si vous roulez avec une moto qui est équipée de l'ABS ou pas. Déjà, il faut savoir que l'ABS est malheureusement un facteur aggravant pour le fading parce qu'il y a évidemment beaucoup plus de liquide. Il doit passer d'abord par la centrale, retourner aux étriers. Et donc, pour les pistards et je dirais même les racers, donc les gens qui font la compétition, en général, on enlève le système d'ABS pour pouvoir avoir des durites qui vont directement du mètre cylindre, directement jusqu'aux étriers, ce qui est évidemment beaucoup plus efficace, beaucoup plus direct et beaucoup plus rassurant en termes de feeling. Ça, c'est une première chose. Maintenant, il faut se rendre compte que vos étriers, évidemment, quand à un moment, votre pompe, si vous avez une pompe d'origine, un mètre cylindre d'origine, en général, un mètre cylindre d'origine est un mètre cylindre composé d'un piston de relativement petit diamètre. À savoir que
Pour la route, on ne freine pas comme un cochon et donc on ne prend pas les freins à tirer comme un sauvage. Et donc ce que les constructeurs essayent de vous offrir avec un mètre cylindre d'origine, c'est du feeling et un bon retour d'information. Pour ce faire, ils utilisent des mètres cylindres avec un petit piston qui est en général un piston de 16. Alors la majorité des pistards, évidemment, pour pouvoir avoir plus de liquide plus rapidement qui est poussé sur les étriers, on remplace et on met ce qu'on appelle un PR19, donc c'est un mètre cylindre avec un piston de 19. Et donc ce piston étant plus gros, eh bien quand on le déplace, il y a plus de liquide qui part et qui va directement pousser sur les étriers. Et ça, c'est aussi une manière d'annuler l'effet de fading. Même si, d'une certaine manière, moi qui roule avec un PR19 et des étriers Brembo et des Durit Aviation, eh bien j'ai toujours encore un peu de fading, sauf que je perds un petit peu de garde au levier, mais c'est rien d'inquiétant, c'est tout à fait normal. Il y a une tolérance de fading qui est légère, mais qui doit être acceptée. Alors encore un détail qui a son importance au niveau des plaquettes, c'est que vu l'utilisation que nous en avons sur circuit, eh bien il faut les roder. C'est vraiment extrêmement important à savoir qu'une plaquette, quand elle est neuve, a besoin d'être rodée pour ne pas se glacer. En fait, ce que je vous conseille de faire quand vous mettez des plaquettes neuves, c'est de faire le premier tour ou bien même rouler dans le parking ou dans un endroit relativement sécurisé où vous pouvez donner des petits coups de frein. Tout le temps des petits coups de frein. En fait, le but, c'est d'entamer l'usure de la plaquette sans directement mettre un gros freinage dessus qui va la faire chauffer trop vite et qui va glacer la surface et qui va diminuer la qualité de vos plaquettes jusqu'à la fin de l'usure de vos plaquettes. Donc vous aurez un freinage qui est diminué par manque de rodage. Donc n'oubliez pas, rodez correctement vos plaquettes avant de freiner très fort. Bon, sur circuit, évidemment, on freine très très fort et donc j'en appelle à votre bon sens pour la sécurité parce que c'est encore une chose dont on parle pas assez, mais c'est les coupelles. Il faut savoir que autour des pistons, vous avez des joints qu'on appelle les coupelles. Vous avez aussi des coupelles au niveau du mètre cylindre. Et pour des motos qui ont un certain âge ou pas, si c'est utilisé de manière vraiment intensive, eh bien le changement de ces coupelles est nécessaire pour garantir une étanchéité parfaite du système. Pas besoin de vous dire qu'un joint qui pète au niveau d'un piston ou bien du mètre cylindre en plein freinage sur circuit, c'est pas une bonne chose. Donc je vous invite quand même à y penser, je dirais toutes les 2-3 saisons et être attentif aux microfuites que vous pourriez constater sur les éléments de frein. Donc pour récapituler pour les pistards, eh bien, quand vous changez vos plaquettes, n'oubliez pas de nettoyer un peu votre étrier au nettoyant frein pour enlever la poussière qui peut se déposer sur les pistons. Vérifiez bien évidemment vos plaquettes et changez-les à temps, c'est dans l'intérêt de vos disques. N'oubliez pas de régulièrement changer le liquide de frein, c'est très important, et vérifiez régulièrement aussi s'il n'y a pas des microfuites de liquide sur le mètre cylindre ou sur les étriers. C'est une question de sécurité absolue. Et puisqu'on parle de sécurité, bien évidemment, eh bien, comme vous le savez, on va vers une fin de confinement, enfin, diront certains, bien évidemment, et donc on va sans doute pouvoir reprendre les machines, les ressortir et rerouler, que ce soit sur route ou sur circuit. Et je vous invite à être prudent, je vous invite à ne pas oublier qu'on a besoin de temps, qu'on n'est pas pressé. Alors oui, on a raté une partie de l'année, mais voilà, pour votre sécurité, reprenez les choses calmement, prenez le temps de retrouver vos sensations, ne forcez pas direct, n'essayez pas de retrouver directement vos chronos de l'année passée, prenez du temps pour vous remettre dans le bain et prenez soin de vous. J'en ai fini pour aujourd'hui, je vous laisse, on se voit le mois prochain et d'ici là, gaffe sur la route. Jusque-là, elles étaient pratiquement toutes noires. Jusque-là, elles n'avaient pas vraiment une réputation de haute performance. Et puis est arrivée la BMW R90S, la première moto à avoir gagné une course du championnat AMA aux États-Unis, le premier championnat Superbike à Daytona en 1976. Il y a plein d'anecdotes sur cette moto, il y a plein de choses à savoir. Eh bien, vous savez quoi ? Vous voyez ce masque? Eh bien en fait, je l'offre au premier qui m'envoie le nombre de R90S produites tout au long de sa carrière. Une machine devenue en fait une vraie moto de légende. Ce mois-ci, j'essaye la BMW R90S.
Ah, salut Vincent. Ah, salut Thierry. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, super. Bon, bah écoute, je suis content moi de te voir Vincent, parce que ça fait un moment, j'ai déjà entendu parler de toi à beaucoup de reprises. Je suis jamais venu ici, on est à Cours-Saint-Étienne, on est dans tes installations, dans ton garage, et tu es indépendant BMW et BMW Only. Ouais, je fais vraiment que les BM depuis maintenant 10 ans ici. D'accord. Ça fait 10 ans ce mois-ci que le garage est ouvert. Je travaillais 5 ans. Déjà 10 ans, mais t'es vachement jeune, dis donc. T'as commencé tôt. Ouais, j'ai commencé tôt. Ouais. Je suis rentré chez BM à 20 ans. Chez BM, tu veux dire BM officiel, quoi? BM officiel, ouais, à BMW Bruxelles. Ouais. Et j'ai travaillé 5 ans là. Ok. Je me suis bien formé. Et puis, j'avais mon père qui faisait de la mécanique ici, qui m'a proposé un emplacement. Et je me suis lancé petit à petit. J'ai fait ma clientèle, quoi, et maintenant ça fait 10 ans. Et en fait, tu as une spécialité, tu es plus dans les vieilles motos, ou bien on peut venir avec une nouvelle 1250 chez toi pour faire ses entretiens? Bon, j'imagine que c'est peut-être pas encore le cas, elles sont encore beaucoup sous garantie, mais dès qu'on est hors garantie, on peut venir chez toi avec n'importe quelle moto. Ouais, n'importe quelle moto. Je fais vraiment des années 50, 60, aux toutes dernières 1250. Ouais. J'en ai déjà fait, j'ai des clients qui veulent venir faire l'entretien ici. Donc en fait, tu me dis que tu travailles évidemment sur toutes les motos, donc tu as accès à toutes les fiches techniques de toutes les motos depuis les années 50. Ouais. Et les parties électroniques des motos actuelles aussi alors. Ouais. Ah ouais. L'électronique, c'est un peu plus compliqué. Oui, j'imagine. Maintenant, il y a beaucoup de capteurs dans les motos. Il faut s'équiper un peu. J'ai l'ordinateur pour détecter tout ça. Pour remettre à zéro tous les capteurs, parce que ça il faut aussi. Ouais, quand on fait une synchronisation, il faut couper les capteurs, faire la synchronisation des 2 cylindres sur les flats. Et puis il faut tout remettre à zéro. D'accord. Alors bon, évidemment BMW c'est le boxer, c'est le flat twin, mais il n'y a pas que ça chez BM. Ils ont du bicylindre en 700, 750 et même les dernières 900. Et il y a les 4 cylindres aussi, tu fais également ces motos-là. Ouais. Toutes les motos BM, il y a juste les scooters que je fais pas. D'accord, pourquoi? Parce que... D'abord, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, j'ai pas beaucoup de clientèle ici. Ouais. Il faut que j'investisse dans du matériel spécial aussi. Ouais. Et il y a l'électrique aussi, où ça je suis pas du tout... Je suis pas du tout spécial. Ouais, ça c'est encore une autre discipline. Toi, tu as un passé motard, tu as fait quoi? Moi, j'ai fait énormément de motocross. Et puis, je suis passé au supermotard. D'accord. Et j'ai fini par l'enduro. Ok, oh, ouais, pas mal. Ouais. Tu te doutes un peu pourquoi je suis là. Tu m'as envoyé un mot il y a quelques semaines en me disant, bah écoute Thierry, moi j'ai refait une BMW 90S. En orange Daytona, tu m'as envoyé une photo, j'ai vu cette moto, je me suis dit waouh, est-ce qu'il y aurait moyen de l'essayer? Tu m'as dit oui, et donc voilà, écoute, je pousse ma veste et mon casque chez toi, ça nous donne l'occasion de nous rencontrer, mais on va faire un petit tour de l'atelier, tu vas me montrer un petit peu où tu travailles. Bon Vincent, on fait un petit tour de ton atelier et on voit là en hauteur, il y a 2 superbes vieilles BM qui sont des monocylindres, parce que BM a fait des monocylindres. Et celle de gauche, c'est une R35. De 1938. Et ça, c'est une moto que j'ai restaurée il y a ça 1 an. D'accord. Elle roule, elle était tout à fait restaurée, moteur et châssis. J'ai juste changé un peu les liserés, où j'ai voulu faire un peu à ma sauce. Et voilà, après je l'ai mise là. Et là, en fait, écoute, on fait un panoramique de ton atelier. Pour arriver évidemment sur ce qui nous intéresse, c'est cette magnifique 90S qu'on va évidemment détailler en discutant un peu tous les deux autour de cette moto et le travail que tu as effectué dessus. Mais on a aussi à l'arrière-plan, et ça on va le regarder aussi d'un peu plus près, un café racer, boxer, enfin bon, comment est-ce qu'on va l'appeler, cette moto un peu particulière dont tu vas me parler, qui est une de tes réalisations et qui est en fait ta moto. Oui, donc ça c'est quand même assez particulier. On est sur une base de quoi en fait? On est sur une base d'une R1200 ST. On ne connaît pas bien le modèle. La ST, c'est celle qui était, il faut bien le dire, assez moche, hein, qui avait une face avant très allongée comme ça, et donc tu lui as fait beaucoup de bien en fait. Énormément, ouais. Il y a énormément de changements dessus, à part le moteur, la boîte et l'arrière châssis. Ouais.
il reste rien du tout. Oui, il y a de la pièce là-dessus. Alors, il y a un truc quand même un peu particulier, c'est qu'en fait, sur ce 1200, tu as réussi à adapter une partie avant d'un cadre qui est en fait celui d'une 90. Ouais, c'est vraiment... c'est ça qui est bien chez BM, c'est qu'ils ne changent pas trop leur support, ils réemploient beaucoup de pièces. Ouais. Et ici, j'ai commandé un cadre et par miracle, ça a été vraiment pile poil. Donc la géométrie de la moto était vraiment, est tombée vraiment parfaitement, quoi. Ouais, ça doit être très joueur quand même, parce qu'elle a gagné, elle a fait une belle cure d'amaigrissement. Ouais, elle a gagné énormément de poids et il garde que l'essentiel dessus, quoi. C'est vraiment... Ouais, elle est très, très, très jolie. Les roues, c'est des roues GS, ouais, hein, c'est ça. Oui, et le système, donc la fourche et les freins, c'est... C'est d'une BMW S1000 RR. Ouais, donc ça freine. Ça freine très fort. Ouais. Chouette moto. Bon, la voilà donc, cette merveille. Elle est dans un état... Je suis presque sûr qu'elle n'était pas aussi belle quand elle était dans son showroom en 73 ou 74, 75 ou 76, puisque ces motos ont été faites entre 73 et 76. Ouais, c'est bien ça. Il y en a eu, si mes souvenirs sont bons, un peu plus de 17 000 exemplaires produits. Elle existait en deux couleurs, cette 90S, ce magnifique orange Daytona, et ce qu'on appelait le gris smoke ou un truc comme ça. Elle était, oui, voilà, silver smoke. Moto qui fait toujours, qui faisait 65 chevaux. Une des premières motos à atteindre les 200 km/h. Et elle a gagné ses lettres de noblesse aux États-Unis, puisque en 1976, c'est cette moto qui a remporté le premier championnat AMA Superbike américain. Donc elle est allée battre les Américains sur leur terre, et elle est devenue un peu légendaire. Et en fait, c'est un peu le premier modèle qui a dépoussiéré l'image vieillotte que BM traînait depuis longtemps. Des motos certes fiables, mais pas très rigolotes. Et là, on est quand même sur quelque chose d'assez exceptionnel, qui reste, je trouve, toujours au goût du jour. Alors bon, cette moto, c'est une quelle année? C'est une 76, c'est vraiment une des dernières. D'accord, ok. Alors, tu l'as récupérée, j'imagine, pas dans cet état-là? Non, elle n'était pas dans cet état-là du tout. Ouais. Elle était complète, c'est ce que je voulais, une moto complète, qui n'avait pas été chipotée, trafiquée dans tous les sens. J'ai vraiment regardé ce que ce soit le moteur d'origine qui était sorti d'usine. Oui. Ce que je voulais, c'était aussi qu'elle soit sortie d'usine en couleur Daytona. Oui. Donc j'avais mon petit papier à poncer, j'ai été rechercher la couleur d'origine. Ah oui. Je voulais vraiment que ce soit une Daytona d'origine. Et je voulais que tout corresponde, je voulais vraiment la refaire comme ça sortie d'usine. D'accord. Alors ça t'a pris combien de temps pour la refaire? Combien d'heures? Des heures, j'ai pas calculé. Je pourrais pas. Ça fait 3 ans que je suis occupé dessus. D'accord. Et oui, et quand on peut la regarder en fait sur toutes les coutures. Cette moto, elle est neuve de partout. Toutes les pièces sont parfaites. Tout est à sa place. Le passage de câbles, les pots d'échappement, les amortisseurs, le cadre, le support batterie, les caoutchoucs de pose-pied, les caoutchoucs de guidon, les cocottes. Il y a pas une tache sur les rétros. Elle est parfaite. Elle est neuve en fait. On devait avoir les mêmes yeux en arrivant en concession il y a maintenant 44 ans, en se disant je vais me la payer, quoi. Et à l'époque ça coûtait 8500 Deutschmark, donc ça doit faire environ maintenant un peu plus de 4000 €, ce qui est quand même déjà un prix. Et à l'époque c'était une moto qui n'était pas accessible à tout le monde. Mais c'est une moto, moi j'ai quelques souvenirs en fait de l'époque. Et j'ai quelques souvenirs où j'avais, comme passager, été derrière un pote qui en avait une. Et c'était une de mes premières expériences grosse bécane. En fait, j'avais 15 ans, 16 ans. Je commençais à rouler sur la route. On était toute une bande là, dans mon village. Et j'étais parti derrière lui. Et on était monté vers le Sartillement à Liège. Et on avait pris 2-3 virages assez vite. Enfin, peut-être pas assez vite finalement, je ne sais plus, mais on avait pris de l'angle. Ça m'avait impressionné et je m'étais dit, waouh, c'est quand même génial, quoi. Et c'est le seul souvenir que j'ai de cette 900. Et donc, en fait, toi, tu l'as un peu rodé, tu as roulé un peu depuis que tu l'as terminé? J'ai fait une centaine de kilomètres avec, parce qu'elle est vraiment, ça fait même pas un mois qu'elle est terminée. Ah ouais.
J'ai vraiment bien bossé cet hiver dessus. D'accord. Et là maintenant, j'attends un peu les beaux jours pour pouvoir, parce que j'ai pas envie de sortir. Évidemment, on n'a pas envie de rouler avec ça sous la pluie quand on a une moto comme ça. Moi, j'ai quelques motos aussi qui sont en bel état et quand il fait mauvais, on se dit bon, on n'a pas envie de la repeindre complètement. C'est assez hallucinant le couple que cette moto développe, la douceur de fonctionnement, la douceur des commandes. Je suis vraiment conquis et je me dis quand même quel bonheur ça devait être en 1976 de rouler sur de telles machines qui ont encore tout à fait leur place dans la circulation actuelle. C'est vraiment une réussite et on comprend pourquoi cette moto a marqué les esprits à l'époque et est devenue une moto de légende. Ça, c'est une sacrée expérience. Alors, je viens de faire quelques kilomètres au guidon de cette moto. Moto qui était une superbike à l'époque, en 1976. C'est une moto qui a gagné le premier championnat superbike aux États-Unis et qui était une des premières motos à atteindre les 200 km/h. Alors, le concept de la superbike a complètement changé parce qu'aujourd'hui, ceci est une moto de grand tourisme. La selle est moelleuse, confortable, les commandes sont douces. Cette moto, évidemment, est dans un état exceptionnel. Elle roule comme une moto moderne. Elle a tout à fait sa place, en fait, dans la circulation actuelle. Je mets un petit bémol sur le freinage qui est un peu mou, qui demande un peu de poigne. Mais de ce côté-là, en fait, c'est un peu inhérent au système puisque Vincent m'expliquait que c'est d'abord un câble qui va jusque la centrale et puis qui détermine la pression à donner sur les étriers de frein via l'hydraulique. Donc voilà, moto très confortable, très accessible, qui roule très bien. C'est une boîte à l'ABM, à l'ancienne, donc il faut être un peu franc et un peu déterminé sur les changements de rapport et ne pas hésiter à donner un bon coup de gaz pour rétrograder, ça rentre beaucoup plus facilement. Alors voilà, moi je suis enchanté d'avoir roulé sur cette moto. Les gars, j'ai roulé sur une 90. Mash monte en puissance en fait, monte en puissance d'une part par la qualité constante et l'augmentation de la qualité de ses produits et d'autre part en fait par l'étendue de sa gamme. Je vous propose de découvrir la 70 125, d'un côté une sacrée gueule et de l'autre côté une arme redoutable en ville. Mais ce n'est pas tout, à la fin de cet essai, je vous ai réservé une sacrée surprise. En effet, vous allez pouvoir gagner cette Mash 125. C'est un événement assez rare dans le monde de la moto. L'un d'entre vous repartira bientôt au guidon de cette sympathique Mash 70 125. On la découvre. Salut Tché, comment va?
Bah écoute, je vais super bien moi. Je suis étonné de voir en fait ton installation ici, c'est tout récent ça? Ben ouais, c'est tout récent, l'ouverture fin janvier. Ouais. Bon, tu sais que moi et la moto, c'est une longue passion depuis bien longtemps. Ouais, bien sûr. Ouais. Et voilà, l'opportunité s'est faite que j'ai trouvé ce petit truc. Ouais. Sympa, c'est un ancien salon de coiffure que j'ai aménagé. D'accord. Donc, écoute, et donc tu es pratiquement le seul concessionnaire moto de la région. Hein. Ici, on est à Amoir. On est aux portes des Ardennes et en fait une route largement fréquentée par pas mal de motards qui viennent en balade ici. C'est une bonne idée de venir se mettre là. Et donc en fait tu fais MASH. Ouais. D'accord, et tu fais vente et entretien. Vente, entretien, MASH, et alors pour l'entretien de toutes les motos. D'accord, ouais, ok. Et donc pour te situer un petit peu, tu as passé, on va dire, un peu de journaliste aussi, puisque du temps de motopulsion, Ouais. Tu as fait quand même pas mal d'essais, et on s'est déjà croisé d'ailleurs quelques fois sur des essais. Je me souviens d'un essai au Portugal pour BMW, on était ensemble. Ouais, je crois que c'est même l'un des derniers essais que j'ai fait. Après ça, motopulsion a fermé. Je crois que c'était l'un des derniers, au Portugal. Ouais, ça a été exactement. très vite. Ouais, oui, c'est vrai que c'était un peu vite. Bon, bah écoute, tu vas un peu me montrer ton magasin, tu vas un peu me parler de la marque. Hein. Ouais. Bon, et en fait, pourquoi MASH? Pourquoi MASH? Écoute, MASH, c'est un peu un coup de cœur. Ouais. Moi, je tourne toujours comme ça, au coup de cœur. Comme j'ai dit tout à l'heure, la moto, pour moi, c'est une très très vieille passion. Et en fait, quand je suis tombé sur MASH, tout à fait par hasard, j'ai trouvé que c'était des motos qui ressemblaient à des motos. Que j'ai connues quand j'étais gosse. Notre conception. Voilà, tout à fait une autre conception des motos qui me ramenaient un peu nostalgique à ma jeunesse. Et voilà, et en fait, j'ai craqué. Et j'ai eu l'occasion de mettre mes mains là-dessus et de voir que tout compte fait, le matériel est de bonne qualité, avec des moteurs, c'est des copies de moteurs, mais des moteurs qui ont fait leurs preuves et qui roulent. Ah ouais. Et ça roule. Écoute, et en plus, on a une belle gamme chez MASH. Ah bien sûr qu'il y a une gamme très étendue qui va du 50 cm3 à la 650 maintenant qu'on a ici. Il y a un seul modèle, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a testé ce modèle l'année dernière, vers le mois de juin ou septembre, j'hésite un petit peu, moto qui m'avait vraiment enthousiasmé, et rappelez-vous qu'au salon, on a découvert aussi une nouvelle version, qui est sur la même base moteur. La X-Ride. La X-Ride, qui nous ramène évidemment avec certains souvenirs à la 500 XT, moto qui devrait être disponible normalement au mois de juin, mais bon, la situation actuelle fait que on aura probablement un peu de retard. C'est une saison un peu particulière, on voit bien un peu comment ça se présente. Mais MASH, je me souviens avoir été essayé, on avait été invité en Corse pour essayer la TT. La Café Racer. Ouais. Et en fait, c'était une agréable surprise, moto qui fonctionne très très bien, très sympa. Et petit à petit, je trouve que le niveau de qualité MASH s'est élevé. Il faut avouer qu'au début, ça n'avait pas une réputation très élevée. Et puis finalement, on se rend compte maintenant que la qualité de finition, la qualité des moteurs et la qualité des motos est en augmentation. Et ça, c'est vraiment une volonté de la CIMA qui est en fait la société mère de chez MASH, qui elle est française. Ouais. Faut pas oublier non plus que eux font au départ autre chose que construire des motos. Et s'ils n'ont pas une qualité correcte au niveau des motos, ils vont couler avec le tout, quoi. Aussi bien la partie moto que leur société à eux. Donc ici, comme là aussi, Fred et Jean-Michel, ce sont deux passionnés, les patrons. Et ils font ça par passion. Et maintenant, en fait, il y a surtout une grosse différence au niveau du contrôle qualité sur place, au niveau de la construction des motos. C'est peut-être à ça que je voulais qu'on arrive, c'est qu'en fait, et tu m'arrêtes si je me trompe, si mes souvenirs sont bons, en France, on développe le modèle, on développe son look, on développe la moto. Le projet part en Chine, et là-bas, il y a une production, je crois, de 10 motos qui est faite, c'est ça? C'est comme ça que ça fonctionne? Ouais. Et à partir de là, on teste les 10 motos et puis on commence seulement la production. Ouais. Donc c'est quand même un niveau de sélection quand même assez poussé et ça coûte quand même de l'argent de développer ça. Et malgré tout, MASH reste quand même avec un rapport qualité-prix presque imbattable. Oui, c'est à se demander si les autres marques ne se font pas de l'or sur le dos des clients. Oui, par exemple, parce que une 650 comme ça coûte? On est à l'heure actuelle à 5500.
Ce qui est fantastique, c'est que la gamme MASH est accessible à tous les permis. Permis A2 évidemment, permis A1 avec les 125 cm3, et dès l'apprentissage et dès 16 ans, on peut rouler avec une MASH en 50 cm3 avec une sacrée gueule. Parce on en a une là en vitrine. Oui, tout à fait. On va y jeter un petit coup d'œil. Bon, donc ça c'est un 50. Ça c'est un 50 cm3, ouais. Incroyable. Ouais. Quelle gueule. Si j'avais eu ça quand j'avais 16 ans. Moi aussi, mais bon. Mais bon, j'avais déjà un petit truc sympa, j'avais une Suzuki AC50, comme plein de monde a eu à mon avis à cette époque. Mais ça a quand même une sacrée gueule. Ça vaut combien? Ça vaut 2200 €. Sinon, quoi. Ouais. Génial. Enfin, 2199. On va faire comme les marchands de chaussures, 2199. Super. Bon, viens, on va voir ça aussi. Bon, ça alors, c'est une 125. Et il y a une personnalisation qui a été faite dessus? Non, elle est vendue comme ça. Ah, donc la grille de phare, le tissu autour du pot d'échappement, la selle vintage, ça c'est d'origine. C'est d'origine. Pour un prix de 2399. Ouais, ça c'est incroyable quand même. Ça c'est quand même génial. Il y a longtemps que j'ai pas roulé sur une 125. Tu crois que je pourrais essayer? J'allais te le proposer, elle est prête à rouler. C'est vrai? Voilà. Eh ben on y va. Bon, j'espère que ce ne sera pas trop puissant pour toi. Ben, si ça me fait peur, je reviendrai plus vite. Hein. Ça va alors. Hein, on verra bien. Bon, Tché, je t'explique. Alors, ben voilà, pour mettre le contact. Alors, tu as à cet endroit-là. Et ben voilà, il est parti. Bon, me voilà de retour de cet essai de cette petite 125. Cette petite 125 MASH 70. Il y a bien longtemps que je n'avais pas roulé sur une 125. J'ai été évidemment un peu étonné au début parce que cette moto était neuve. Elle avait 1 km quand je suis allé la chercher. Et donc il a fallu un peu de temps pour que quand même les choses se mettent en place. Les premiers tours de roue, je me suis dit c'est pas possible, ça n'avance vraiment pas. Et puis au fur et à mesure des kilomètres, la moto s'est quand même un peu libérée. Et je dois avouer que j'ai fait une petite balade ici par un temps magnifique dans une campagne bucolique comme vous pouvez le voir. Et j'ai pris en fait beaucoup de plaisir à rouler calmement, pépère, comme on dit, à profiter des odeurs, à profiter du paysage. C'était vraiment super amusant. Alors Christophe a eu la gentillesse de me prêter cette moto pour aller faire ce galop d'essai. Qu'est-ce que j'en retire? Écoutez, en fait, on est pas mal assis. C'est une moto de petite taille, évidemment, pour un gabarit comme le mien, mais c'est volontaire. Ça permet quand même d'envisager des balades d'un certain kilométrage, de se joindre à des groupes. C'est aussi redoutable en ville parce que c'est très léger et ça se faufile évidemment partout. C'est un angle de braquage très très court. La première aussi est très courte, donc on démarre et on s'arrache du flot de la circulation avec beaucoup de facilité. Et donc voilà une petite moto vraiment, vraiment super agréable. Alors vous conviendrez comme moi qu'elle a vraiment une sacrée gueule. 2399 € pour une telle machine équipée comme elle est là. Vous ne rajoutez pas un cent d'équipement, vous avez la moto comme ceci pour ce prix-là. Bon, il va quand même falloir penser à la ramener. Et puis, au fur et à mesure de l'avancée de ma balade, je me suis dit, et pourquoi ne pas tenter une folie? Pourquoi ne pas organiser un concours et gagner cette MASH 125? Oui, vous avez bien entendu, gagner cette MASH 125. Alors, pour ce concours, on va faire 3 questions. Ça va être assez simple. Question numéro 1. Je vais vous demander quel est le poids de cette machine. Question numéro 2.
sur le site mashmotor.be, vous allez aller sur la gamme Mash et vous allez dénombrer, vous allez me dire combien de modèles au total existent sur le catalogue Mash. Deuxième question. Troisième question, j'ai effectué un tour de 54 km exactement avec cette machine. Je suis parti avec le plein et après 54 km, j'ai refait le plein. Je vous demande en litres et en centilitres ce que j'ai remis dans le réservoir pour faire la pointe. Alors, je vous demanderai évidemment de répondre à ces questions, de m'envoyer un mail sur l'adresse mail qui s'affiche ici en dessous. Ça, c'est une chose. Pour que vos réponses soient validées, il faut être abonné sur la page YouTube, évidemment, de l'émission Carter et Piston, et aussi sur la page Facebook Carter et Piston, Thierry Dricot, Média. Oui, les deux. Mais ce n'est pas tout. En plus de la moto... Eh bien, Thierry, dans le cadre de ce magnifique concours organisé par Carter et Piston qui vous permettra de gagner une Mash 70 noir mat, moi, j'interviens et je vous offre, j'offre aux gagnants un casque AGV noir mat qui ira parfaitement avec la moto. Ma contribution. Voilà donc un magnifique cadeau pour cette saison 2020 qui nous fera peut-être un peu oublier les moments difficiles par lesquels nous sommes tous passés. Cette 125 Mash sera peut-être bientôt à vous. Bonne chance. Nous voici déjà au terme de cette émission, peut-être un peu plus courte que d'habitude, mais pas trop. On est tous frustrés évidemment d'avoir subi ce soleil radieux du mois d'avril et de ne pas avoir pu rouler. Nous allons bientôt sortir de la phase de confinement strict et on va pouvoir reprendre nos motos et aller de nouveau se balader. Alors, les derniers moments de confinement sont peut-être encore l'occasion, comme on l'avait fait dans la dernière émission, de redonner un petit coup d'œil sur sa moto, de vérifier un peu les niveaux, les freins, le fonctionnement général, la pression des pneus, la tension de la chaîne, tout ce qu'il faut regarder en fait quand on ressort une moto d'hivernage. Les gars, quand on va nous lâcher, s'il vous plaît, calme. C'est pas le moment d'aller se faire mal, c'est pas le moment d'aller aux urgences, elles sont suffisamment encombrées pour ça. C'est le moment justement de retrouver ses marques, de les retrouver gentiment, de se dire on va aller se faire une petite balade le nez au vent, on va retrouver les sensations et le plaisir de rouler et d'enfourcher sa moto. Donc de grâce, s'il vous plaît, nous avons la possibilité peut-être de rouler d'ici 10 jours, 15 jours. Il ne faut pas revenir en arrière avec un premier week-end qui serait un week-end catastrophique. Ça nous pend au nez à tous. Donc il y va de notre saison d'être cool dans les premiers moments où nous allons reprendre contact avec la route, avec nos amis et avec la moto. Moi, je ne suis pas ici pour faire le procès de qui que ce soit, ni pour me plaindre, même si je trouve que les communications gouvernementales ont été catastrophiques et même pas dignes d'un étudiant de première année de communication. Ça reste mon avis, mais je crois qu'il est partagé par beaucoup. On est dans un flou relativement artistique. Et il n'a d'artistique que le nom. Alors je ne suis pas là pour me poser politiquement, même si je trouve que notre secteur va payer très cher ce qui vient de se passer, et de grâce, s'il vous plaît, il faudra acheter local et faire plaisir à nos concessionnaires et à nos marchands pour les soutenir, parce qu'en fait ça va être très difficile pour eux. Je crois que l'après-crise Covid sera une crise économique qui sera compliquée. Je le répète encore une fois, on va reprendre la route. Les gars, relax. On se retrouve dans un mois. Et d'ici là, gaffe sur la route. La passion de la moto, c'est Motokaiser à Limerlé dans les Ardennes. Visitez motokaiser.com. Ouvert tous les dimanches après-midi. J'avais dessiné sur le side son doux visage qui me souriait